Bonsoir, nous sommes le 11 septembre 2018, c'est la nouvelle année juive, et je voudrais faire un commentaire sur le livre Dictionnaire amoureux du ciel et des étoiles de Trinh Xuan Tuan. D'ailleurs, j'y reviendrai à plusieurs reprises. Là, je vais réagir sur un mot, c'est un dictionnaire, le mot unité. Alors, le mot unité, comment est-ce que ça commence l'unité? Unité de la nature. L'histoire des sciences est caractérisée par une marche incessante vers l'unité. Au fur et à mesure que la physique a progressé, elle a découvert des connexions intimes entre des phénomènes que l'on pensait tout à fait distincts. Elle a jeté des ponts entre des domaines que tout semblait séparer. Elle a effacé et aboli des différences qui, en fin de compte, n'étaient qu'apparentes. Alors, j'aurais, comme vous vous imaginez, apporter quelques objections à ce genre d'affirmation, en tout cas de mise en garde, notamment dans le rapport entre la science et la technique, et plus généralement dans une théorie générale de l'influence. Or, une influence, ce n'est pas forcément un rapport de cause à effet. Ça dépend de la volonté, l'influence. Et quand il y a de la volonté, cela fausse plus ou moins le processus normal des choses. Si je veux influer sur quelqu'un, ou si quelqu'un veut être influencé par moi, si on veut, c'est-à-dire veut m'imiter, si on veut, eh bien, ce n'est pas la même chose non plus. Et donc, il y a des ressemblances qui sont, certaines sont liées à une véritable influence normale, naturelle des choses, mais d'autres sont liées à un processus de volonté, dans le rapport complexe entre émetteur et récepteur. Les notions d'émetteur, d'ailleurs, étant une notion très relative, puisque est émetteur ce qui trouve un récepteur, et si quelqu'un se sert de moi, je deviens son émetteur, même si je ne suis pas en moi-même émetteur. Donc, je ne sais pas, je n'ai pas lu l'ouvrage complètement, mais je crains qu'il y ait certaine naïveté dans ce genre de proposition. C'est un procès d'intention, mais je me pose la question. Dans le cas de l'astrologie, par exemple, on peut se poser la question de savoir s'il n'y a pas eu une instrumentalisation du ciel. C'est-à-dire si le recours à telle et telle terminologie astronomique ne signifie pas pour autant que les astres ont une influence sur nous, mais que nous leur en prêtons une, par exemple. C'est pas du tout la même chose. Mais avec le recul, tout ça risque de se confondre, comme vous l'imaginez. Quelqu'un qui vient bien après coup, il se dit, bon, il y a ça qui ressemble à ça, donc il doit y avoir soit une source commune, soit une influence d'un processus sur un autre processus, etc. On ne sait plus très bien. Et c'est ça le problème. Puis l'astrologue parle aussi de l'analogie, de la loi d'analogie. Qu'est-ce que c'est que l'analogie, finalement? C'est une notion très, très ambiguë, l'analogie. L'analogie, ça peut être justement un processus d'imitation. Je me conforme à tel modèle. Mais ça ne veut pas dire que ce modèle, naturellement, devait et m'a marqué. Il m'a marqué de façon aléatoire, en quelque sorte. J'aurais pu ne pas vouloir, j'aurais pu ne pas vouloir me référer à ce modèle. De la même façon que tel émetteur aurait pu ne pas vouloir marquer ceci ou cela. Marquer de son empreinte. On voit donc que tous ces scientifiques sont un peu désemparés par rapport à ce genre de problématiques.
ne savent pas très bien par quel bout prendre. Évidemment, il suffit de dire oui, mais en réalité, ça ne change rien. Je vais prendre un exemple extrême pour montrer à quel point ça peut changer beaucoup de choses. Si l'on admet, prenons le cas de ce trio planétaire, Mars, Jupiter, Saturne, auquel j'attache de l'importance, et qui apparaît évidemment comme complètement sans aucun intérêt pour les astronomes, du moins du point de vue où je me situe en tout cas. Est-ce que ce sont les astrologues qui ont voulu accorder de l'importance à ces trois planètes, qui étaient là de toute façon? Ou bien, et là on entre dans une autre problématique qui est celle de la technologie, ou bien est-ce que ces trois planètes ont été constituées en quelque sorte, organisées, aménagées, placées à tel endroit pour jouer un certain rôle au sein d'un certain système? On dirait, mais comment c'est possible ça? Ça ne se fait pas comme ça. Qu'en savons-nous? Et là on tombe dans la théorie du Deus Faber, c'est-à-dire des dieux qui organisent les choses, qui organisent le monde. Pas au niveau de l'origine de l'univers, non, à des niveaux beaucoup plus modestes, et sensiblement importants quand même à une certaine échelle. Le système solaire, c'est très modeste par rapport à la totale univers, mais c'est pas rien non plus. Et donc, par conséquent, justement, à propos de cet univers, de ce système solaire, comme on dit, ben c'est peut-être justement un système qui a été élaboré par des dieux, par des extraterrestres, si on veut, par des civilisations plus avancées que la nôtre, parce que nous ne sommes pas capables, jusqu'à preuve du contraire, d'organiser le système solaire à notre façon, ou même d'en organiser un autre. Et là aussi, pour quelqu'un qui est naturaliste, au sens où vous entendez M. Trink, tout normalement doit être naturel, tout doit se faire d'après la force même des processus. Eh bien non. Il y a beaucoup de choses qui peuvent aller à l'encontre de ce jugement. Il y a la technologie qui fait qu'on va accorder une importance à un certain produit pour lui donner une certaine structure, une certaine contexture, qu'il n'avait pas naturellement, en le mettant en relation, en connexion avec d'autres facteurs qui ne devaient pas naturellement être connectés, contrairement à ce que dit ce monsieur. Ce n'est pas forcément des choses qui devaient si naturellement exister, et qui avaient existé depuis toujours. On peut introduire des articulations, des connexions tardivement. Non. Donc, je crois que au XXIe siècle, nous allons comprendre tout cela. La force de la technologie qui peut construire ce qu'on appelle la seconde création, une création par-dessus la création, avec les mêmes outils, avec les mêmes éléments, mais agencés et pensés autrement. Et puis, en plus de tout cela, par l'analogie, on peut envisager aussi des imitations, des utilisations qui n'impliquent pas une intervention sur la matière, mais qui impliquent des nouvelles représentations et une nouvelle façon pour le récepteur, cette fois-ci, de capter, de se laisser imprégner par tel et tel facteur naturel. Mais à partir du moment où ce récepteur veut se mettre en connexion avec ce facteur naturel, on peut dire que cette connexion est établie depuis toujours. Donc ce qui manque dans tout ça, c'est la question de la chronologie, finalement. Comprendre que des choses ont pu se mettre en place tardivement et qu'elles n'étaient pas déterminées au départ. Il y a eu un élément aléatoire, un élément de volonté arbitraire, de relier les choses entre elles, de se connecter avec une autre chose, sans qu'il soit nécessaire de dire que tout cela était dès le départ connecté, mais que nous n'avions pas compris. Non. Il y a des choses qui n'étaient pas dès le départ connectées, et que l'on comprend maintenant, et qui ne sont pas pour autant dès le départ connectées. Voilà donc un champ de réflexion
que je laisse à vos réflexions, justement.